vous propose qu'on commence tout de suite cette nouvelle table ronde. On a décomposé un peu par école parce que je trouve intéressant effectivement d'aller plus en amont sur les spécificités de ces écoles. Donc là, j'ai le plaisir d'accueillir l'ECAL avec 4 représentants importants. Alexis Georgiakopoulos, son directeur, merci d'être venu. En tout cas, de vous être libéré à 4 aujourd'hui pour venir, c'est vraiment fantastique. Camille Blin, responsable du Master Design Produit et accessoirement l'un des scénographes de l'exposition We Will Survive que nous présentons actuellement et co-dirigée aussi par Anina Koivu, elle aussi enseignante à l'ECAL. Donc voilà, on est en terrain connu, on va dire. Vincent Jacquet, qui est responsable du bachelor communication visuelle, et David Fornari, responsable recherche appliquée et développement à l'ECAL. Donc on a là un joli corpus pour effectivement commencer à discuter des questions qui nous intéressent particulièrement avec Diane sur cette question effectivement du design et de l'archive. Avant peut-être d'aller très loin dans le détail de certaines particularités, peut-être quelques questions à Alexis. Peut-être déjà nous expliquer un peu la vision globale de l'ECAL. Alors on parle principalement de design, donc spécifiquement peut-être aux disciplines liées au design. Quelle est la vision globale actuelle? Comment est-ce qu'elle s'articule par rapport à cette discipline? C'est une question assez, disons, complexe, mais... C'est juste enregistré et filmé. Voilà, Hein, je sais. C'est pour ça. La RED et les autres écoles auront la même question, donc oui, préparez-vous. En gros, voilà, on est censé faire un travail que fait une école, ce qui veut dire enseigner des métiers, enfin haute école, des métiers qui touchent, disons, au secteur de l'art dans le sens large et du design, de manière la plus actuelle, la plus cohérente aussi, afin de faire que nos diplômés s'épanouissent professionnellement en tant qu'indépendants ou, disons, dans des structures. Ça, c'est vraiment un peu qu'est-ce qu'une école presque. Hein. Après, sur le terrain, ça se passe avec de nombreuses manières différentes. Il n'y a pas une manière d'enseigner le design ou l'art. On défend, je dirais, volontairement un pluralisme de manières, que ce soit avec des mandats, que ce soit avec des projets qu'on initie nous-mêmes, que ce soit avec de la recherche, que ce soit à travers des expériences de terrain. J'aimerais penser qu'aujourd'hui, les études dans une haute école sont aussi, pour ne pas dire avant tout, une expérience qui dure quelques années pour les étudiantes et les étudiants, afin de, disons, apprendre un peu les hard skills, mais aussi un peu des soft skills. Et on essaye de faire que dans quelques années, hein, ce qui veut dire 3 ans pour un bachelor, 2 ans pour un master. Si je rajoute à ça la propédeutique qui se fait aussi en Namur, ça rajoute encore une année. C'est quand même court. Qu'est-ce qu'on peut faire dans ces quelques années pour leur donner voilà, un spectre le plus large possible et aussi, bien sûr, des connaissances qui vont avec. D'accord. Voilà, et dans cette idée effectivement très large de l'enseignement et cette vision, on sait que l'ECAL est très présente aussi à l'étranger par ses projets, par les professeurs invités qui viennent. Comment conserver cet équilibre entre vision, on va dire, au-delà des murs et cet ancrage roman à quelque part? Alors c'est vrai que ça fait toujours un peu je dirais un zoom out et un zoom in. C'est un peu à 2 volets. On est une école qui est profondément ancrée, disons, dans la région, parce qu'il faut dire qu'une bonne partie, ou même la majorité de nos étudiants viennent de la région de Suisse romande. Et en même temps, pour qu'eux puissent ensuite, à la fin de leurs études, trouver, disons, ou avoir des perspectives et même trouver des débouchés, c'est vrai que la Suisse romande aujourd'hui est un petit terrain, fortement actif et sympathique, mais quand même un petit terrain. Du coup, on doit là prendre un peu le contre-pied et présenter tous leurs travaux à l'étranger, dans un public plus large, et aussi ça passe forcément par aussi des collaborations avec des institutions ou des entreprises qui se trouvent aussi à l'étranger, pas qu'en Suisse ou en Suisse romande. Du coup, on est toujours un peu entre essayer de garder un genre d'équilibre, si je puis dire, savant entre des projets en lien avec la région, des collaborations, des expositions, des projets qui nous tiennent à cœur. Hein. On ne le fait pas, disons, juste pour le faire, je le souligne. Et en même temps, des projets avec une envergure différente, qui sont voilà, peut-être des productions qui sont directement axées sur voilà, l'étranger,
On a par exemple le Salon du Meuble, si on parle vraiment strictement design, qui est depuis plus que 20 ans un peu un tremplin plus qu'une plateforme finalement, sur lequel on mise beaucoup. Et puis en fait, des projets qu'on présente là, après, peuvent être présentés ailleurs, notamment, bien sûr, dans nos murs, dans la galerie qu'on a à l'ECAL ou ailleurs aussi. Est-ce que cette filière, effectivement, vers l'étranger, et puis j'aimais cette idée de tremplin aussi, hein, parce que c'est effectivement aussi peut-être un rôle important de l'école, que d'être un tremplin pour les futurs designers, quels qu'ils soient, en graphisme ou en industriel. Est-ce que c'est quelque chose qui s'est dessiné petit à petit? C'est au moment où le design est devenu une filière importante, à l'époque où Pierre Keller dirigeait l'école et maintenant sous ta direction, on sent effectivement un renforcement du design, hein, qu'il soit graphique et ses autres formes, mais un renforcement sur un positionnement, on va dire, au-delà des frontières, on va dire, romandes et nationales. Est-ce que ça, c'est lié à un changement de perception, c'est lié à un changement simplement d'ambition ou de statut? Alors, effectivement, ça fait encore une fois plus que 20 ans que l'ECAL expose à l'étranger, c'est pas récent. Après, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a essayé d'affiner un peu le modèle et se dire qu'il y a des projets qu'on fait qui peuvent pas juste avoir un lieu à l'étranger, mais plusieurs. Du coup, voilà, on essaye de tracer un peu un genre de parcours cohérent entre des lieux, des moments aussi pendant lesquels on veut exposer ces travaux-là. Et aussi, d'un côté, trouver aussi des thématiques qui intéressent peut-être un public cette fois plus large. Sachant qu'aujourd'hui, bah voilà, c'est une question ensuite de ressources, de temps. Il ne faut pas oublier qu'on est censé d'abord donner des cours, hein, et enseigner tout le monde qui se trouve en nos murs, faire des expos et faire des expos à répétition à l'étranger ou sur international. Je ne veux pas dire qu'on ne le demande pas, mais c'est tout un extra, clairement. Il y a vraiment les tournées ECAL, il y a les expos qui circulent dans le monde. Et ça, je trouve que c'est un modèle qui est intéressant parce que ça se rapproche plus du musée, entre guillemets, avec les expositions qui tournent. Et là, c'est une école, donc il y a vraiment un modèle qui s'est construit sur une spécificité aussi. Toutes les écoles ne font pas des grands tours, hein, si vous de ce regardez, type. j'ai mis quelques lieux et quelques dates, hein, de certains projets. On a fait une petite présentation. Là, vous pouvez voir juste comme ça, très schématiquement, les lieux et les dates. Mais en gros, c'est aujourd'hui quelque chose que peu d'écoles font, même de moins en moins, je dirais, faute de moyens d'un côté, mais aussi faute de savoir-faire, hein, faut le dire. Là, on a un savoir-faire aujourd'hui qui, j'estime, nous permet de le faire, pas y penser après coup, mais y penser dès le début comme un réflexe premier. Il n'y a pas une exposition qui est conçue sans qu'elle soit déjà imaginée pour être répliquée, reproduite, même multipliée des fois, parce qu'on a des fois des agendas qui sont un peu concurrentiels, pour être présentés ailleurs. Après, il faut juste que ça fasse sens. C'est un peu la grande question. Puis peut-être que maintenant, on va passer au département que dirigent Camille Blin et Vincent Jacquier. Déjà, est-ce que vous pourriez dire qu'est-ce qui, au sein de vos départements, participe à forger une identité unique à l'ECAL? Je te laisse commencer. On aime bien les questions simples. Disons, enfin, moi, quand j'ai commencé, il y a tout le monde qui me disait ouais, non, il faut que tu imprimes ta marque, ta vision. Et puis je pense que c'est un truc qui est un peu pas vraiment réaliste, et je ne sais même pas si c'est très, très intéressant, parce que je pense qu'on découvre aussi énormément de choses avec les élèves et avec les projets, les partenaires, etc. Donc je pense qu'il y a aussi une partie qui est super importante de se laisser un peu guidé par des choses qui sont extérieures, qui sont contextuelles, et en même temps d'arriver à les maîtriser et puis d'en faire quelque chose. Donc je pense que presque le plus important pour moi, c'est vraiment une dynamique qu'on peut imprimer dans un département, et puis bien sûr lancer des petites étincelles, j'ai envie de dire. Je pense que ça, c'est super important. Moi, quand on prépare des projets, c'est souvent comme ça qu'on fait. On discute avec mon équipe, et puis on essaie vraiment de trouver des petits moteurs qui nous semblent intéressants au niveau, voilà, par rapport à des sujets de société ou par rapport à des évolutions de la pratique du métier. Et on le lance comme ça aux étudiants, et avec un peu de chance, ça prend, et ça devient un projet intéressant. Et puis après, on regardera dans quelques années ce que ça aura donné et s'il y avait une direction cohérente. Voilà.
Ouais, pardon, juste avant. Derrière, on a par exemple le projet des baguettes d'orchestre de l'ECAL qui est présenté, qui montre quand même qu'il y a une forme d'expérimentation qui est encouragée au sein de l'ECAL. Est-ce que vous diriez que c'est peut-être une des bases Alors c'est un autre type d'expérimentation, je veux dire, parce que c'est un projet qui a, je ne sais pas Alexis, tu m'arrêtes si je me trompe, mais peut-être 25 ans ou quelque chose comme ça. 2004, je crois. Attends, mais donc, sur le fond, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont restées les mêmes. C'est vrai, c'est vrai. Disons, l'expérimentation de l'époque n'est pas peut-être la même que celle d'aujourd'hui, mais on en fait encore. Et puis je pense qu'on a de nombreux exemples sur un peu qu'est-ce qu'on pourrait appeler expérimentation. C'est vrai qu'on a aussi, je pense que c'est presque notre devoir de le faire aujourd'hui, disons. C'est important de ne pas, et là aussi c'est notre raison pour laquelle il faut quand même toujours garder un œil sur cet équilibre. C'est aussi l'équilibre entre faire des projets avec des partenariats, institutions ou entreprises, et de l'autre côté des projets qu'on initie nous-mêmes, que les enseignants amènent, et qui veulent vraiment trouver un peu des points de vue différents, innovants, sans pour autant savoir à quoi on s'attend à la fin. C'est un peu le projet des éponges de Milan de cette année aussi. Oui, clairement. Ça marche. Oui. Bon, moi, ça fait une vingtaine d'années que je suis à l'ECAL maintenant, donc ça fait un bon bout de temps. Et en fait, pendant des années, on m'a toujours demandé comment est-ce que tu définis le style de l'ECAL, que ce soit, on me dit, ah non, mais c'est un style qui est marqué. En fait, en réalité, je dois vous avouer qu'on n'a jamais discuté du style de l'ECAL en interne. Donc c'est une question qui est presque impossible à répondre, que ce soit sur la méthodologie ou l'esthétique. Alors, souvent, on m'a dit que ma réponse n'était pas assez efficace, parce qu'on pouvait lire, avoir une lecture des travaux, souvent sur le plan esthétique. Moi, je pense que c'est juste des conséquences qui sont liées en fait à un environnement, une dynamique commune qui est liée au sein de l'ECAL. Je trouve que quelque chose qui est très juste, qui a été dit là, c'est la question de l'exploration. Et après, il y a des tendances. Et souvent, ce qu'on peut faire, c'est l'exercice qui est assez drôle, parce qu'on a documenté énormément nos travaux ces dernières années, les travaux des étudiants surtout. Si on revient dans le passé, finalement, on arrive à avoir une lecture peut-être dans le temps d'une esthétique ou d'une méthode ou bêtement des techniques qui nous intéressaient à une époque. Mais la stratégie, si je dois la définir, elle est très organique et un peu naturelle. Voilà. Il n'y en a pas, c'est vrai. Non, mais oui. Non. Justement, je vais. David Fornari. Je suis le seul qui est externe. Je n'ai pas étudié à l'ECAL. Donc je peux les observer et vous dire que quand même, quand je suis arrivé et on m'avait demandé de recenser ce qui avait été fait en recherche, le titre du livre c'était Making Sense. Alors je trouve qu'il y a toujours une posture assez solide vers les problèmes, vers les questions qui amènent à des solutions réelles. Même des fois avec un côté amusant, mais très solide, très disciplinaire. Et comment la recherche justement que tu pilotes aussi à l'ECAL, elle participe aussi parce que tu fais de la recherche par le design, à travers le design, un peu comme nous au MUDAC finalement, on essaye de questionner le design à travers ces artefacts ou ces postures ou ces gestes. Donc à quelque part, on est chacun d'un côté, mais finalement, on s'interroge toujours à partir de production ou de propositions. Comment est-ce que toi, tu vois justement la position de la recherche par le design au sein de l'école et au sein finalement de l'identification ou de la construction effectivement de cette méthodologie ou de cette identité de l'école? Je trouve que c'était déjà très bien. Donc la recherche dans les hautes écoles, c'est quelque chose de récent depuis 1997. Et puis le département de recherche existe depuis l'année 2000, je pense. C'était très bien installé déjà avant mon arrivée. Donc il y avait bien sûr de projets de recherche de base, donc en histoire du design, en théorie du design. Il y avait des projets de recherche appliqués avec des partenariats industriels. Et il y avait surtout des projets de recherche-création que je pense sont ceux qui nous tiennent le plus à cœur, comme le projet des éponges, comme tu l'as bien décrit, qui est un projet qui voit la participation des étudiants, mais qui se pose aussi des questions quant à l'expérimentation avec des matériaux, mais Camille, il peut en parler. Après, je pense que dans les dernières années, depuis 2017, et c'était une dynamique qui était déjà en marche quand je suis arrivé en 2016, il y a eu un questionnement des archives.
parce que de plus en plus, ça devient un lieu, une thématique extrêmement intéressante. Et je dirais l'ECAL partage la posture du FNS qui empêche les études célébratoires. Donc, on ne s'est jamais posé des questions de recherche sur l'ECAL même, mais toujours sur des archives externes comme Bob's Graphic ou Eugen Gomringer ou l'archive de Magistretti à Milan. Et peu à peu, disons, ces projets ont répondu à la curiosité de nos étudiants, parce qu'en fait, c'était tous des petits projets qui sont devenus des ouvrages qu'on publie en coédition avec Trias Verlag. Ils sont d'ailleurs dans le diaporama qu'Alexis a préparé. Et puis, dernièrement, on s'est retrouvés soudainement à travailler sur un artiste et designer, Richard Autier, qui est très peu connu, qui avait travaillé comme designer de machines pour Hermès Précise International, pour Bolex. Et puis finalement, on a découvert qu'il était un alumnus de l'ECAL. Alors voilà, soudainement, sans le savoir, on a retrouvé à la cave sa fiche d'étudiant. Et finalement, on se retrouvait à étudier sur quelqu'un qui avait fait l'ECAL. Mais ça a été un peu par hasard, disons. Vous avez quand même pu étudier sur lui, même s'il avait fait l'ECAL, du coup. C'est des fonds différents. Mais voilà, Ouais. un peu la réponse pourquoi il y a très peu de connaissances quant aux formations en design. Et quant aux formations en général, c'est que dans le statut du FNS, il y a une interdiction à soutenir de la recherche par les écoles sur les écoles même. Okay. Donc voilà, c'est très... Donc là, il y a des stratégies à trouver de toute manière. Et ça, justement, par rapport à... Alors, même si le FNS interdit ce type de recherche, je pense que vous avez aussi des méthodologies, effectivement, de faire de la recherche et d'archiver vos recherches. Déjà, les publications que vous faites en sont un témoignage. Histoire et recherche dans les arts et le design, c'est déjà faire archive à quelque part de ce que vous avez produit à l'école. Quelle est votre position un peu à tous, d'abord peut-être au niveau de la direction, mais ensuite, après, au sein des départements, sur la manière dont vous gardez trace de ce que vous produisez, de ce que vous enseignez, de ce qui ressort. Quel est le statut finalement des objets ou des propositions qu'on voit lors des travaux de bachelor ou de master? Comment vous organisez finalement le maintien de cette mémoire? Peut-être il y a deux choses. Il y a les travaux qui sont considérés, comme on disait avant, comme des travaux de groupe, exposition, où là, c'est un pack, c'est un kit, scéno comprise, par exemple. Du coup, là, c'est beaucoup plus facile de garder des choses, parce qu'on a des caisses à la cave qui ensuite partent, reviennent, et ainsi de suite. Après, c'est vrai que c'est un petit peu plus compliqué avec les travaux individuels, notamment les travaux de diplôme, pour deux raisons. Un, parce qu'on ne peut pas garder indéfiniment tout, et deux, parce que, dépendant des travaux, c'est des travaux qui appartiennent, enfin, pas dépendamment, indépendamment de tout ce que c'est, des travaux appartiennent aux étudiants, des diplômes. Du coup, on les garde pour des fins d'exposition, mais à un moment, on doit les rendre parce que l'étudiant en a besoin pour aller contacter une entreprise pour une édition, parce qu'il a des expositions personnelles, et c'est tout à fait normal, et on est très content, d'ailleurs, qu'ils les reprennent, leurs affaires, après un certain stade. Après, c'est vrai qu'on a aussi aujourd'hui la possibilité d'archiver de manière numérique, en photo, en vidéo. Je ne parle pas que des projets digitaux, notamment, mais on a un archive aujourd'hui qui est quand même, je ne dirais pas exhaustif, je n'irai pas jusque-là, mais quand même assez riche. Et c'est vrai que depuis 5-6 ans, on a aussi un archive numérique pour tout ce qui est des travaux de diplôme, avec des sites web dédiés. Du coup, voilà, on a quand même ce qu'on pourrait, disons, aujourd'hui imaginer comme quelque chose d'assez correct. Après, notre vocation n'est pas de faire des archives, encore une fois, comme un musée. Du coup, on doit un peu faire le tri de temps en temps, et puis après 10 ans, dire les caves sont pleines, qu'est-ce qu'on fait? Et puis là, c'est peut-être des fois la braderie, mais voilà. Oui, j'ai l'impression que en fait, votre manière de faire archive, des fois, c'est plus par l'exposition plutôt que par la conservation. Est-ce que c'est ça? C'est ça. Et puis après, il y a aussi tout ce qui est publication aussi, qui pour nous, disons, pas que les travaux de recherche qu'on vient de citer, mais beaucoup de projets qui sont une exposition incluent aussi des publications. Ce qui veut dire qu'automatiquement, et des sites web aussi, spécifiques. Et en fait, on a un truc multicouche qui, disons, dépendant de la nature aussi des projets, des projets digitaux sont principalement plus
avec des sites web, des projets plus, je dirais, voilà, photos, sont également avec aussi des publications. Enfin voilà, il y a un peu de tout. Oui. Ouais. Ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'il y a quelques années, on a fait un constat au niveau de nos archives numériques. On avait on a des serveurs en interne, comme toutes les grandes écoles, où on a énormément de fichiers avec des nomenclatures particulières, pas d'indexation, pas de méta, rien du tout sur les travaux, en fait. Donc bêtement, on stockait des archives digitales. Voilà. Et on avait un précédent site internet qui était déjà construit autour du fait qu'on avait envie de valoriser les travaux des étudiantes et des étudiants, en plus des expositions. Et on a refait notre site internet il y a quelques années en arrière. Et là, on a quand même fait un pas en avant. C'est-à-dire aujourd'hui, on a la capacité de pouvoir construire une base de données digitale qui est beaucoup plus efficace. Ça nous a permis aussi de nous soulager d'un poids de rangement. C'est-à-dire qu'à l'époque, en tout cas, là je parle pour mon département, on archivait énormément de publications qui étaient mal conservées, énormément de papier dans des boîtes, des cartons que personne n'allait consulter. Et aujourd'hui, je pense qu'on est une des seules écoles au monde à avoir autant de projets publiés online. Il y a bientôt 4000 projets d'étudiants qui sont sur notre site internet. Alors, il faut aller les chercher, hein. Il y a un feed qui est classé. On peut chercher par année, par typologie de projet. Là, on a mis en place la possibilité de construire la partie thématique maintenant, parce que c'est intéressant d'avoir une archive, mais il faut avoir des portes d'entrée. Et ça nous a forcé un peu à avoir un regard aussi un peu sur notre travail. Il n'y a pas que les travaux des étudiants, il y a aussi bientôt à peu près 800 événements. Donc on peut revoir toutes les expositions qui ont été faites ces dernières années. Alors malheureusement, ça commence à partir à peu près de 2008, si je ne dis pas de bêtises, jusqu'à aujourd'hui. Et depuis 2 ou 3 ans, je dirais depuis que le site tourne vraiment, on a commencé à aussi écrire un petit peu l'histoire avec des articles qui sont plutôt orientés sur les personnes, et à peu près 200 articles. Voilà. Donc, ça prend du temps, c'est un truc culturel qu'on doit encore mettre en place, mais en tout cas, moi, je suis extrêmement fier du travail. Et une chose qu'il faut dire, c'est qu'au niveau culturel, ce qui a rendu tout ça possible, c'est que les archives ne sont pas faites en réalité par nous, on les accompagne, mais elles sont faites par les étudiants. Parce que sinon, le nombre d'heures de travail qu'on mettrait à produire cette documentation des projets serait quasiment impossible en termes de ressources humaines et de finances. Donc on a une culture de l'archive, je trouve, en tout cas sur le plan digital, qui est plutôt intéressante, parce qu'on les force en fait à essayer de créer, j'ai entendu avant la création d'un portfolio, comment est-ce qu'on archive son propre travail. Puis nous, on bénéficie de ça, on met des outils en place. Juste avant le Covid, on a mis en place aussi un nouvel espace qui a plusieurs fonctions. Ce n'est pas juste une salle d'archivage, mais qui permet de digitaliser aussi les travaux des étudiants, qui nous a permis encore une fois de gagner un peu plus en efficacité, surtout pour les étudiantes et étudiants, d'avoir accès à des outils aussi pour pouvoir documenter leurs projets. Voilà. C'est super. Mais est-ce que vous avez pour ambition du coup de répertorier maintenant tout ce qu'il y avait avant 2008 ou quid de toute cette matière? Alors, non. Oui, j'aimerais bien. Je pense qu'on aimerait tous en fait en réalité ici. Mais voilà, comme l'a dit David, c'est interdit. Non, on peut. En fait, c'est une question de. Non, alors on pourrait peut-être mettre ça en travaux de punition. Je sais pas. Comment financer ça, à vrai dire, et aussi ce qui est extrêmement compliqué en fait, c'est de rentrer dans ces archives, de créer quelque chose de cohérent, donc dans les anciens projets, et de pouvoir avoir un certain niveau de description de ces projets. Parfois, on a quelques images, on a une pièce, mais en fait, pas tout le monde. Enfin, oui, c'est presque le dernier moment, souvent, ce qu'on voulait faire. Ouais. C'est clair qu'il y a un peu je ne sais pas comment on doit l'appeler, un peu un technology gap. C'est clair que juste avant que tout soit numérisé, c'était un peu, je ne vais pas dire des feuilles volantes, mais pas loin. Et c'est clair que de 2008 ou plus ou moins, peut-être début 2000, c'était un peu là où il y a eu ce pas. Mais avant ça, c'est vrai qu'on avait encore, début 2000, des dias. Hein. Voilà, disons que, non, mais on oublie très vite. Hein. Et on avait encore des CD gravés et il n'y avait quasi pas Internet. Voilà, et tout ça, c'est vrai qu'aujourd'hui, l'école a déménagé aussi quand même 2-3 fois lors des 60 dernières années, ou 80.
Du coup, voilà, chaque déménagement, c'est aussi, comme on le sait très bien, un moment pour jeter plein de choses. Et je pense qu'il y a eu pas mal de ça. Il nous reste des fiches d'étudiants. On en a même découvert, voilà, celle de Richard Autier qui date de 1945. Ce qui veut dire qu'il y a quand même des choses. Mais on n'a pas des travaux pour autant, de tout le monde, voire même, je pense, de personne, pour être tout à fait honnête. On l'aurait su, parce que comme on est dans notre nouveau bâtiment depuis 2017, non seulement on aurait découvert des choses s'il devait y avoir des trésors cachés, mais je ne pense pas que ça a été le cas. C'est intéressant parce qu'à quelque part, ça nous pose à tous la question de la responsabilité. C'est-à-dire qu'effectivement, avant 2008, c'était très compliqué de faire ces archives de manière, on va dire, facilitée. Mais du coup, est-ce que vous avez une ou un archiviste dans votre équipe ou c'est vraiment constitué à l'interne avec les étudiants? Alors non, on n'a pas d'archiviste. C'est en fait chaque département s'occupe de ses travaux avec voilà, avec les étudiants, les assistants, et c'est vraiment c'est fait de manière très naturelle et organique actuellement. Et ouais. Après, non, on sait où sont les choses anciennes qu'on a, on sait où elles sont. Oui. C'est déjà pas mal. Ça, c'est déjà pas mal, Ça, de repérer, de savoir où sont les cartons. On a une personne qui, je dirais, je la qualifierais pas, qui est notre bibliothécaire, que je ne qualifierais pas d'archiviste pour autant, mais qui a un peu une connaissance de qu'est-ce qu'il pourrait y avoir et pour quelles raisons. Du coup, quand on a besoin de quelque chose, elle trouve. Parce que c'est ce qui est intéressant aussi pour nous, pour l'histoire de l'institution muséale, hein, où finalement on est face des fois aux mêmes problématiques de comment conserver finalement l'histoire de notre institution ou ce qu'on fait sans que ce soit véritablement notre mission principale. Nous, on doit montrer les formes de design, mais on ne doit pas faire l'histoire du MUDAC. Enfin, ce n'est pas notre première mission d'abord travailler sur nous avant de travailler sur les autres. Et donc, comment effectivement, par rapport à ce gap aussi historique, matériel, informationnel, effectivement, comment combler ou comment effectivement tenir compte de cette difficulté qu'à partir d'un certain moment, ça va être compliqué d'offrir à tel ou tel chercheur ou telle personne intéressée par nos institutions, notre histoire, la possibilité d'avoir accès à une certaine connaissance. Et là, alors, on n'est pas. Alors, nous, on est historiens au MUDAC, vous n'êtes pas à l'ECAL, mais en même temps, c'est comment offrir la possibilité, ou en tout cas d'avoir la conscience aujourd'hui qu'il faut garder un certain type de documents ou d'informations pour le futur, à quelque part, qui est très récent, hein, dans les institutions, qu'elles soient écoles ou même muséales. C'est quelque chose d'assez récent, c'est la question de l'archive, on en a parlé, chez les artistes encore plus. Donc effectivement, peut-être que déjà donner l'occasion aux étudiants de créer eux-mêmes leurs propres archives pour l'ECAL, c'est déjà les sensibiliser à ce qu'ils préfèrent dans le futur. Je ne sais pas si Camille fait déjà ses archives pour son propre bureau, etc. Donc on est toujours les moins bien lotis, évidemment. Mais je trouve que c'est quelque chose d'intéressant, c'est de savoir, effectivement, avant 2008, qu'est-ce qu'on fait de l'histoire de l'institution, qu'est-ce qu'on fait de l'histoire du MUDAC avant qu'on décide de faire archives, etc. Où est-ce qu'on va chercher ces infos? Est-ce qu'on les localise? Est-ce qu'on les rachète? Est-ce qu'on l'écrit? Est-ce qu'on la retrace? Quelle est l'importance? C'est des questions que je trouve fondamentales aujourd'hui par rapport à effectivement l'histoire des archives du XXe roman, mais aussi d'un territoire spécifique. L'ECAL est un acteur important de ce territoire, le MUDAC en est un autre, les autres institutions aussi. Et du coup, comment est-ce qu'on peut proposer finalement aux futurs chercheurs effectivement d'avoir accès à une certaine connaissance ou un minimum de connaissances? Si je peux répondre. Alors, pour un projet de recherche, en fait, je suis en train de constituer une base de données sur l'exposition importante pour le design en Suisse. Et visiblement, j'ai mis une personne à répertorier toutes vos expositions, mais avant 2000, c'est assez complexe. Voilà, donc, sachant que tout ce qui n'est pas disponible de manière numérique n'existe pas. Il existe, mais il n'est pas immédiatement... Voilà. Rendez-vous mercredi pour les infos sur le musée des arts décoratifs. Voilà, exactement. Donc, il y a un problème de posture, de comment penser à ça. En plus, disons, peut-être dans le privé, c'est plus simple, mais dans le public, on a des contraintes, privacité de données, qui fait qu'on peut avoir des plaintes si on fait une liste et on la met à disposition, et il y a des normes d'êtres humains réels dedans. Voilà, donc c'est un gros problème qui devient presque un obstacle à la production de narration autour du design. Mais bien sûr, c'est un thème. Après, il est vrai que personne ne nous oblige
à faire l'histoire de nos institutions. On se donne aussi cette mission de garder une trace de ce qu'on fait, mais effectivement, on peut mettre ce qu'on veut dans nos archives. Après, on a cette utopie, effectivement, de penser que tout ce qu'on fait est important. Donc, il faut qu'on garde trace, effectivement, sous quelque forme que ce soit. Ça peut être publication, ça peut être digital, etc. Mais cette nécessité de garder trace de tout ce qu'on fait dans le champ du design semble important aujourd'hui. Parce que c'est une histoire qui est finalement pas connue, ou inconnue, ou méconnue, ou peu documentée. Ce matin, j'étais surpris d'écouter, c'était pas ce matin, mais à midi, j'étais surpris d'écouter Benoît Versace qui disait qu'en fait, déjà aux années 30, il y avait un problème d'identité des artistes et des artistes appliqués qui se répètent maintenant de manière systématique aussi parce que voilà, la structure des prix fédéraux invite à cette problématique de confusion entre art et appliqué. Et donc voilà, pour exemple, c'est un phénomène qui se reproduit, mais dont on n'a pas de connaissance, parce qu'en fait, il y a très peu de sources même, je dirais pas d'archives, mais de sources sur la formation en design. Donc voilà l'importance non seulement des archives, mais de se poser des questions autour de comment les formations sont conçues et mises à disposition des étudiants. Ce qu'on a fait aussi récemment, enfin pas récemment, depuis quelques années, c'est aussi pour nous-mêmes aussi faire un tri et peut-être un retour un peu en arrière, parce que c'est vrai qu'on a une production qui est plutôt très importante et qu'on oublie assez vite. En gros, 3 ans, des fois on ne se rappelle plus qu'est-ce qu'on a fait il y a 3 ans, hein, parce qu'on est toujours assez axé vers l'avant. Du coup, on a fait un peu un genre de tournus, sans ordre, hein, pour créer des moments où on fait un peu un arrêt, un temps d'arrêt comme ça, et on dit voilà, cette fois on va s'occuper du travail réalisé dans les 4, 5, 6 dernières années en photo, ensuite en design, ensuite en typo. Et du coup on fait un peu des ouvrages qui ont la valeur qu'ils ont, hein. C'est pas non plus le Graal, mais quand même, voilà, c'est un peu un temps en arrière, et voilà, on a fait ça pour la photo, pour le design. On est en train de le faire pour la typographie et aussi pour le design graphique. Et ça nous fait une exposition, encore une, et aussi une publication, qui, disons, sert aussi à créer quelque chose qui reste. Et c'est vrai que ça, c'est des manières un peu, je dirais, un peu empiriques, hein, auxquelles on a fait appel, qui nous donnent par contre un peu la possibilité de regarder qu'est-ce qui a été fait dans les travaux, mais aussi retrouver des noms d'étudiants qui ne le sont plus depuis plusieurs années, qui disent « Ah, elle ou lui, il a fait ça, et maintenant ils sont quoi ? Ils font quoi ? Ils travaillent là-bas, ils ont un succès, ils ont une carrière incroyable. » Et c'est aussi intéressant de mettre aussi en regard un peu finalement leur parcours étudiant avec leur parcours quelques années plus tard professionnel. Et je pense que ça valorise encore plus finalement ce qu'on pourrait appeler les archives ou le travail réalisé pendant les études. Et ça fait ressortir finalement un peu des noms, pas qu'on les a oubliés, mais qu'on relie avec leur travail lors des études. Et ça, c'est toujours assez intéressant de créer aussi ce lien-là. Et qui est aussi intéressant pour les nouveaux étudiants, du coup, de voir ces parcours aussi oui, qui se développent. Oui, de créer le lien, en fait. Autoréflexif, oui. Ouais, effectivement. Ouais. Quoi. Et par rapport à ça, quels sont du coup les enjeux auxquels l'ECAL et vos départements respectifs se lancent? Quels sont pour vous maintenant un peu les challenges par rapport aux formes du design, à sa valorisation, à son enseignement? Quels sont pour vous les challenges qui s'offrent à vous par rapport à notre domaine? Oui, il y en a beaucoup. Je pense, en tout cas, je pense que ça a été mentionné un peu plus tôt, mais il y a vraiment cette idée, je pense, à laquelle on tient beaucoup, c'est de jamais trop se répéter. Et je pense que ça, c'est vraiment... Et je pensais à ça quand il y avait toutes ces discussions autour des archives. Parfois, j'aimerais aussi que mes étudiants ils oublient un petit peu, parce que je trouve qu'ils sont parfois un peu prisonniers de certaines choses. Alors, c'est évidemment très important et on le fait beaucoup, etc. Mais parfois, je trouve que parfois même, il y a des projets tellement intéressants qui ont été faits par avant que ça les bloque un petit peu, quoi, et que ça les empêche un peu de pouvoir s'exprimer pleinement. Et donc moi je trouve que vraiment je propose que c'est de toujours se réinventer. Je pense que ça c'est super, un de nos plus gros challenges. Mais tu as des stratégies pour qu'ils évitent de se répéter ou d'être trop influencés par les autres travaux? C'est difficile parce qu'à quelque part on a toujours un bagage visuel où on est un peu victime Et c'est pas un
problème en soi, quoi. Mais je veux dire, c'est clair que c'est quelque chose sur lequel on travaille beaucoup. Mais je pense que c'est après la société, et tous les questionnements qu'on a en ce moment, ils sont tellement riches et tellement variés que je pense qu'il y a plein d'axes pour les approcher, quoi. Voilà, mais on a beaucoup travaillé. Enfin voilà, c'est clair que ça fait quand même pas mal d'années maintenant que l'écologie c'est un sujet fondamental, en tout cas dans le design industriel, et on l'a abordé vraiment de multiples manières. On a fait un projet sur les éoliennes, voilà, donc un projet a priori très industriel et puis qui était dédié à un endroit spécifique. Et puis l'année dernière, voilà, on a fait un projet sur des éponges, donc c'était vraiment rien à voir, mais quand même sur toujours la même thématique. Et voilà, ça c'est des discussions avec les étudiants qui amènent des choses, avec les intervenants. Voilà, comme on a dit tout à l'heure, il y a beaucoup d'intervenants qui viennent de l'étranger. C'est aussi une richesse pour nous, quoi, qui sommes au milieu du canton de Vaud, d'avoir aussi cet échange vraiment très international et qui permet de nourrir le discours et les approches. Ça marche? Oui. Bon, moi, je vais rester un peu dans le sens de Camille. Peut-être une chose que je pourrais ajouter, c'est la machine va très très vite actuellement. Ce pourquoi on doit se battre aujourd'hui, j'ai l'impression, c'est de garder le cap. Quand je dis garder le cap, pour moi, c'est garder une énergie, une force créative et une motivation, que ce soit vraiment l'équipe, l'équipe qui forme les cales dans le sens. Tous les enseignants, la dynamique avec la direction, le personnel, que cette envie de travailler continue d'être présente, parce que voilà, le monde va tellement vite, il y a des questions, il y a beaucoup de... on est passé aussi par beaucoup de questionnements sociaux ces dernières années qui font qu'on a aussi beaucoup d'étudiantes et étudiants qui cherchent plus de sens dans leur travail aujourd'hui. On est plus que dans la forme parfois, là où on avait une certaine légèreté aujourd'hui, il faut trouver du sens. Et ça peut avoir tendance un peu à ralentir cette machine, cette force créative, cette innovation et cette recherche constante qu'on a et qu'on aime, qui nous fait envie d'aller au travail le matin, tout simplement. Et c'est un peu ce pourquoi j'ai l'impression que je dois me battre le plus ces derniers temps, en fait. Et puis, voilà, toujours avoir la flamme, comme il disait, c'est-à-dire pour être stimulé, il faut toujours avoir de la nouveauté, ou en tout cas de la stimulation créative, et ça, je pense que c'est vraiment important. Je réfléchis aussi, il y a aussi une façon de faire des étudiants qui est assez nouvelle pour moi, c'est que ça se base beaucoup autour de thèmes, j'ai l'impression. Il y a beaucoup d'étudiants qui découvrent un nouveau thème qui n'a pas été souvent traité et qui pensent que c'est un peu une fin en soi, souvent. Et ça, je trouve que c'est un travail assez intéressant de découvrir un nouveau thème, et puis, mais malgré ça, de lui appliquer de la créativité, etc. Que le thème en soi, pour moi, c'est pas même s'il est nouveau, et je pense qu'il mérite quand même d'être développé. Et ça, je pense que c'est aussi un challenge que je trouve assez intéressant ces derniers temps. Pour moi, c'est plutôt de me battre contre le système du financement de la recherche le design n'existe pas comme discipline au FNS, par exemple. On a demandé plusieurs fois s'ils peuvent ajouter. Ils ont dit non, vous marquez art. Mais c'est pas de l'art. On est d'accord. Donc voilà, ça c'est un premier problème. Deuxième, si tu n'as pas un doctorat, tu n'existes pas. Et donc, comme il n'y a pas de doctorat en design et la Confédération ne veut pas qu'aucune école octroie des doctorats en design, c'est assez complexe de faire financer des recherches en design. Et puis, en général, je dirais le défi, c'est un peu de comment mettre ce système de soutien à la recherche à disposition des enseignants, des assistants, des alumni. Enfin, il y a une seule fondation au monde qui soutient la recherche en culture visuelle, c'est à Tokyo. Je pense qu'on a cumulé 3 subsides maintenant. Tout petit, c'est tout petit, bien sûr, c'est un demi-million de yens, je vous laisse faire le change. C'est très peu. Mais voilà, il y a je dirais pas un problème, parce que si on compare avec d'autres situations nationales, on est en largesse. Mais quand même, pour le design, c'est pas si évident d'aller au-delà du système du niveau master, par exemple, ou de faire des recherches disciplinaires, parce que simplement, il y a toujours un peu
cette posture les a appliquées qui fait que c'est une discipline pas autant importante que les autres. Et ça, c'est vraiment un peu problématique, surtout pour un pays tellement identifié, par exemple, avec sa tradition graphique. Et ça, c'est un constat extrêmement intéressant parce que c'est quelque chose qui traverse aussi notre projet des archives du design roman, hein, qui est aussi un projet évidemment politique. C'est-à-dire de comment avoir enfin cette reconnaissance du design comme discipline en tant que telle, qui n'est pas juste la petite fille de l'histoire de l'art ou la petite fille de l'architecture, mais qui est une discipline en tant que telle. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et effectivement, les prix fédéraux, c'est peut-être la plus grande ambiguïté qui existe. Parce qu'effectivement, on trouve tout. Hein. Il y a de la photo, mais la photo peut aussi être en beaux-arts, mais elle peut être aussi en art appliqué. Enfin, ça devient un peu compliqué, effectivement, certaines fois, savoir où est-ce qu'on postule vraiment lorsqu'on est designer, parce que tout est possible, mais en même temps, rien n'est très clair. Hein. Et effectivement, ça ne nourrit pas effectivement une clarification de la discipline. Et je pense que à travers ce projet, nous, on a un peu l'ambition de mettre un peu de lumière sur ces différentes problématiques, de convier les hautes écoles, de convier les autres institutions et les designers eux-mêmes, évidemment, qu'ils soient graphistes ou designers industriels ou autres, c'est de mettre en lumière effectivement qu'il y a une discipline avec sa propre histoire, ses outils, ses ambiguïtés et ses paradoxes aussi, évidemment, mais qu'on doit faire ce travail effectivement maintenant de lumière pour effectivement revendiquer certains droits basiques de reconnaissance qui lui sont un peu dus, comme effectivement de pouvoir postuler au FNS avec un projet design, de faire un doctorat en design, etc., d'avoir une chaire en design un jour à l'université, etc. Si vous prenez les dossiers de candidature au patrimoine intangible de l'UNESCO, le graphisme suisse a une des peu traditions fédérales, hein, parce que ça touche tous les cantons et demi-cantons, mais c'est marqué comme artisanat. Alors ça, c'est encore une autre histoire. Oui, là, on se bat encore un plus haut niveau. Est-ce que dans le public, il y aurait des questions ou des remarques ou des compléments d'information? Coralie, tu as levé la main, non? Oui. Merci. Donc vous avez dit que vous encouragez vos étudiants à contribuer à votre base de données, le site internet, pour leurs archives. Est-ce que vous leur apprenez aussi à composer leurs propres archives de manière plus large, de manière à ce qu'ils puissent avoir justement une documentation, et puis peut-être qu'après, par la suite, des chercheurs ou chercheuses pourront aller chercher ça, ou est-ce que c'est vraiment des initiatives personnelles? Oui, c'est un peu moins ambitieux peut-être que ce que vous êtes en train de projeter, dans le sens où en fait ils sont, si je prends le profil par exemple d'un bachelor, en fait c'est à quel moment ils commencent à valoriser leur propre travail, donc dans l'idée, leur propre projet, dans l'idée de pouvoir soit avoir je dirais une manière de valoriser leur pratique artistique personnelle et ou chercher un travail, donc développer leur portfolio. C'est bêtement de mettre des mots sur leur travail. Ça commence souvent par là, hein. C'est-à-dire être capable d'écrire un texte, parce que souvent ils présentent leurs travaux lors d'évaluation devant un collège de professeurs, mais ils n'ont pas forcément un texte de qualité qui le documente. Et puis après, ça passe aussi par tout ce qui est de bien le photographier, de bien le filmer, de trouver des manières de le documenter, soit le projet, mais aussi le projet dans un contexte. Donc c'est vraiment de créer une documentation de leur projet. Voilà, c'est ça, cette archive. Oui. On a parlé beaucoup des questions d'archivage des travaux d'étudiants et étudiantes. Et c'est vrai que nous, à l'AED, on fait aussi un peu la même chose. On essaye aussi de les inciter, de créer les archives, de réunir tout ça. Mais moi, j'ai une question qui est aussi question pour nous. Qu'est-ce qui est étudiant, étudiante, c'est très bien, mais il y a aussi l'enseignement et les enseignants, enseignantes. Comment on archive finalement l'enseignement? Est-ce que vous faites quelque chose? Est-ce que vous avez des projets par rapport à ça? Parce qu'on se pose beaucoup de questions à ce sujet-là. Parce que moi, je trouve qu'on a, en tout cas chez nous, on est beaucoup moins outillés finalement pour nos enseignants, enseignantes que pour les étudiants, étudiantes, finalement, par rapport à ces archivages.
Alors, on n'a pas une stratégie globale dans l'école par rapport à la manière dont on archive je dirais les données de cours ou tout simplement les cours. J'ai peut-être deux remarques. La première, c'est nous, comme l'a dit Alexis, là, il y a une force d'accélération et surtout l'équipe travaille de manière beaucoup plus confortable avec les outils informatiques. Nous, ça nous a permis de mettre en place des revues sur les données, c'est-à-dire qu'au début du semestre, en fait, l'ensemble des professeurs publie en fait le cours qu'il veut faire. Donc c'est au-delà de la description d'un cours, des modules, enfin vous connaissez cette petite chimie, mais c'est vraiment sur les projets appliqués. Et puis là, on a un bref échange parce que voilà, on parlait de. Enfin, je disais qu'on a besoin de se réinventer, d'être stimulé, etc. Les enseignants, c'est la même chose. Ils ont envie de changer leurs données, etc. Donc ça nous permet de constamment, de semestre en semestre, d'année en année, de faire évoluer un peu un cours. Et je dirais que c'est assez léger, en fait, parce que ça se contente d'être un PDF qui fait 1 page, 2 pages, 3 pages de ce qu'on attend dans le cours, le cahier des charges et puis les deadlines. Donc c'est relativement léger. Maintenant, au niveau de la digitalisation des cours, l'espace qu'on a mis en place avec l'équipe qui est ici présente, qui est un espace aussi en devenir, on avait aussi pour objectif de digitaliser plus les cours. Et là, j'avoue qu'on n'est pas encore à la vitesse de croisière qu'on aurait voulu atteindre aujourd'hui. C'est-à-dire comment est-ce qu'on peut aussi transformer l'enseignement. Voilà, il y a eu l'après-Covid, dans le sens où on pensait qu'en fait, on pouvait vraiment retransformer beaucoup la manière dont on enseignait. Et on s'est rendu compte qu'en fait, on est revenu quasiment complètement à ce qu'on avait avant, à part le fait qu'on a gagné en expertise dans les outils de partage, les outils d'enseignement. Et puis maintenant, on a pour ambition de se poser la question de savoir tout ce qui est redit d'année en année. Est-ce qu'il y a des outils qui peuvent nous permettre d'aller plus loin pour que en fait, le temps que les enseignantes et enseignants ont avec les étudiants aille au service plus des échanges, parfois pour la transmission je sais pas, de parties techniques dans des cours et ça, c'est un travail qui prend énormément de temps auquel en fait on n'a pas, voilà, on a encore assez peu d'expérience, mais qu'on aimerait développer. Je voulais juste partager en fait avec vous un cas qui montre en fait que c'est hyper important ou hyper intéressant pour la recherche d'avoir justement des ressources. Donc j'avais travaillé dans mon mémoire de master sur Yves Bellorget, donc un peintre, donc on n'est pas du tout sur le design. Et en l'occurrence, son style a évolué parce qu'il a fait une école à Düsseldorf. Et ça a radicalement changé en fait sa pratique. Et en fait, ça se justifie par les rencontres qu'il a faites, notamment des Bécher. Et puis, du coup, j'ai pu documenter ça parce que lui avait des super archives. Il savait assez précisément les dates. Après, la chance, c'est qu'il avait aussi fait des bonnes photographies, donc ce que vous disiez. Et puis après, il y avait des articles qui avaient été écrits sur lui et sur son passage. Donc du coup, on arrive à voir le suivi et on peut marquer justement le changement de pratique, le changement de réflexion. Donc dans votre cas, par exemple, des profs, comme vous dites, où vous n'avez pas encore forcément nommé les pratiques ou les styles, mais finalement, peut-être que oui, en fait, on peut identifier des styles très très clairs. Enfin, voilà. Et donc du coup, ça pourra se voir plus tard dans la recherche. Je vous invite vraiment à aller regarder sur notre site internet. On a voulu garder une transversalité en fait sur ce qu'on a appelé network, je crois. C'est-à-dire que les enseignants, intervenants ou étudiants sont tous au même niveau dans la manière dont on peut se déplacer. Et ce qui est intéressant, c'est c'est assez récent, mais on peut très bien cliquer sur un étudiant et voir tout son parcours à travers les travaux auxquels il a participé, que ce soit des travaux de groupe ou des travaux individuels. Mais on peut aussi cliquer sur un enseignant, un intervenant, et du coup, on peut aussi petit à petit voir dans le temps en fait, les projets qu'il a faits qui sont publiés sur le site, ce qui donne une archive aussi dans le temps. Voilà. Mais comme vous l'avez dit aussi, je tiens à dire qu'on est peut-être ce petit moment. En fait, le passage à l'école, c'est 2 ans, 3 ans, 4 ans dans le parcours d'une personne. Et heureusement pour les enseignants, souvent un peu plus que 2-3 ans. Merci. Je pense qu'on va s'arrêter là s'il n'y a pas d'autres questions. Juste rappeler cet ouvrage, Histoire et recherche dans les arts et le design. C'est une des nombreuses publications récentes de l'ECAL, mais ça montre aussi que ce type de publication, c'est déjà garder trace, faire archive, etc. Donc on est en plein
dans notre histoire, et je parlerai d'autres publications tout à l'heure. Mais voilà, ça c'est un des exemples qu'on a aussi évidemment à la boutique. Merci.